Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans Triangle Socle du Congo, Trisoko. Aujourd'hui, nous parlerons des enjeux du port en eau profonde de Banana. Vous savez que les travaux ont été lancés il y a une semaine sur place dans le Congo central, dans le territoire de Boma. Alors, nous essayerons ici avec Monsieur Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes très prêt à parler avec nous sur ce sujet? Tant mieux. Voilà, nous allons aborder d'abord l'aspect lobbying réussi parce que vous avez été à la tête, bon, pas à la tête, mais parmi ceux qui ont mené cette lutte pour commencer ces travaux, pour réussir alors à avoir ce projet enfin. Nous parlerons également du rayonnement sur le plan développemental de ce port. Nous allons également essayer de pingler l'aspect partenariat public-privé qui sera au cœur de la gestion de ces infrastructures. Et puis, bon, on pourra aussi peut-être parler un tout petit peu des autres projets similaires comme le pont route-rail que vous avez fait échouer. Ça, c'est quand même important à dire parce que c'était même l'enjeu de votre lobbying. Oui, non pas faire échouer, mais que les deux puissent exister. On ne peut pas avoir seulement le pont, Brazzaville-Kinshasa, sans le port. Alors, parlons de ce lobbying que vous avez réussi. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui a fait assez que vous puissiez alors soulever une bonne partie de la population et même tous les Congolais ont salué aujourd'hui le port qui viendra, mais sinon, la lutte était tenace. Bon, je ne sais pas s'il faut parler de lutte ou quoi, mais exprimer une intention ou une impression, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut appeler lutte, mais au moins, tout le monde a la possibilité de réfléchir sur quoi que ce soit. Et en ce qui concerne les ponts Brazzaville-Kinshasa et le port Banana, nous avons aussi eu à émettre certains points de vue. Nous étions abordés en tant que responsables d'une grande communauté autour de ces problèmes-là et nous avions donné notre point de vue. Mais au moment où on voulait organiser une conférence pour que tout soit clair, et le chef de l'État venait d'annoncer qu'il n'y aura pas de pont avant le port. C'est que tout était calmé. On s'est dit, bon, le chef de l'État l'a dit, donc c'est une très bonne chose. Attendons la concrétisation de son souhait. Et effectivement, il y a une semaine, nous avons vécu cette concrétisation, ce qui est une très bonne chose. Pas de pont route-rail sans le port, mais d'abord, je voudrais que vous puissiez nous présenter les avantages d'avoir d'abord le port par rapport au pont route-rail. Pour vous, c'était désavantageux si on avait d'abord ce dernier? Oui, c'est-à-dire, le pont route-rail n'était pas un pont intérieur, mais c'est un pont entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire un pays étranger par rapport à notre pays. Donc, le port aussi de même, non? Non, non, non. Le port, c'est pour nous, à 100%. C'est tout dans les territoires congolais. C'est aussi une porte d'entrée de la République. Ça se trouve dans les eaux territoriales du Congo. Tout est dans le Congo. Mais le pont route-rail, une partie serait du côté Congo-Brazza et une autre du côté Congo-Kinshasa. Donc, deux pays allaient être reliés par ce pont-là. Alors, et pourquoi relier ce pont? Parce qu'il y a le port de Pointe-Noire. Alors, tous les enjeux, c'est ça. Le Congo-Brazza a droit d'avoir son port. Ça, c'est tout à fait normal. C'est légitime? C'est légitime, mais c'est normal d'ailleurs, d'avoir son port. Et c'est son droit aussi de faire le marketing pour que ce port soit rentable. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, personne ne peut en vouloir au Congo-Brazza. Et pour vous, le projet pont-route-rail, c'était beaucoup plus avantageux pour le port du Congo-Brazzaville? Justement, c'est-à-dire, maintenant, la problématique était laquelle? Bon, nous allons favoriser seulement le port de Pointe-Noire. Parce que le port de Pointe-Noire par rapport au port de Matadi, on n'a pas à comparer. Pointe-Noire est plus grand et plus avantageux que Matadi. Alors, entre-temps, chez nous-mêmes, nous avons la possibilité d'avoir un port en eau profonde d'une très grande capacité. Parmi les premiers d'ailleurs. Parmi les meilleurs même du monde. On a la question, faut-il abandonner notre port, notre potentiel port, au profit du port de Pointe-Noire?
Mais les ports peuvent se compléter. Pourquoi ne pas voir les nôtres? C'est ainsi qu'on s'est dit. Et s'ils peuvent commencer par notre port, ce serait une très bonne chose. Parce que avantager le port de Pointe-Noire aurait des conséquences sur 2 villes. La ville de Matadi et celle de Boma. D'abord, avant de voir d'autres aspects. Donc, quand on globalise tout ça, maintenant on pèse. Qu'est-ce qui est mieux entre privilégier le port de Pointe-Noire au détriment de notre propre port? C'est quand on balance les avantages, on se dit non, autant avoir notre propre port, même s'il y aura des collaborations, la coopération est tout à fait normale, on pourra les faire, mais nous avons notre port. Donc il n'y avait que ça, c'était un raisonnement qui était très simple. C'est ainsi que, en tout cas, beaucoup de personnes avaient soutenu ça, non pas seulement au niveau du Congo central, à travers tous les pays, tout le monde a soutenu. Et à travers votre lutte, avez-vous senti à un certain moment comme si vous combattiez contre des forces extérieures aussi obscures? Non. Nous savons que c'est un problème interne du pays et que c'est un projet très vieux, peut-être plus vieux que nous-mêmes. Parce que depuis parce que l'Angola à côté, qui a aussi son port en eau profonde, Brazzaville aussi, oui. Le port le plus proche se trouve à Luanda. Mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes envahis par beaucoup de produits qui viennent de l'Angola et à bon prix. Là, c'est notre domaine. Oui, c'est vrai, c'est un autre domaine, mais sinon, c'est à travers le port qu'ils ont tout ça. Est-ce que vous avez eu aussi peur de l'influence de ces infrastructures qui sont extérieures sur l'économie congolaise? Non, c'est-à-dire, quand on fait... Raison pour laquelle j'ai toujours défendu ici qu'on doit faire des analyses profondes. Quand on approfondit les analyses, c'est alors qu'on va balancer les avantages et les inconvénients. Donc, on ne doit pas exclure la coopération, parce qu'il y a des choses qui peuvent entrer par Luanda ou par Pointe-Noire qui arrivent au Congo et vice-versa. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais il faut voir tous ces aspects. Maintenant, les conséquences sur le plan de l'environnement, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, ce sont toutes ces conséquences qu'il faut voir. Parce que maintenant que le port sera là en eau profonde à Banana, on est obligé, je dis bien on est obligé d'avoir de très bonnes routes, pas une seule, hein, pas immédiatement, même à moyen ou long terme. On sera obligé d'avoir plusieurs routes qui sortiraient de Boma et de Mwanda. Une route qui passerait peut-être par Boma, une autre qui pourrait passer par ailleurs, et ça ne sera pas des petites routes. Parce que transporter les conteneurs, il faut même des autoroutes. Donc ces infrastructures-là, nous les aurons dans notre pays. Et ces autoroutes ne doivent pas se limiter simplement à Matadi ou à Kinshasa. Il faut aller jusqu'à le Kasaï, même vers le Bumbashi. Les chemins de fer ne doivent pas se limiter à Kinshasa. Il faut les prolonger aussi vers les autres provinces. Voilà, ces infrastructures-là vont nous profiter. Donc ce n'est pas que quand on fait les ports, on se limite aux ports, mais pour les rentabiliser, il faut les voies de communication qui doivent être des voies alors très performantes. Et ça, c'est une valeur ajoutée à notre développement. Alors, quelles ont été les premières réactions de la notabilité Congo, notabilité Congo, dont vous faites partie d'ailleurs? Je voudrais, avant de continuer, parce que nous parlerons du rayonnement, que l'on puisse regarder ce reportage lors de la pose de la première pierre, en commençant par les négociations chez les Qatariens, où le chef de l'État lui-même a mené, a conduit une forte délégation. J'aimerais bien que la régie puisse nous balancer cet élément de nos confrères de la RTNC. Une des retombées de la visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Émirats Arabes Unis. DP Holt et une firme industrielle émirati de renommée internationale va construire le port en eau profonde de Banana dans les territoires de Mwanda au Congo central avec le lancement des travaux ce lundi 31 janvier 2022. Tout a commencé dans la matinée par l'arrivée des invités de MAC, le Premier ministre Sama Lukonde et plusieurs membres du gouvernement, les députés et sénateurs et le ministre du Commerce extérieur des Émirats Arabes Unis. 12h35, l'avion présidentiel atterrit à l'aéroport national de Mwanda. Après un bref cérémonial d'accueil à la descente de l'avion,
président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo traverse la haie d'honneur, il est aussitôt après accueilli par les chefs traditionnels des Congo, venus nombreux le remercier pour le grand projet de construction du port à l'eau profonde de Banana au bénéfice du Congo central et de la RDC. Le président de la République salue ensuite les notabilités venues de Kinshasa et de différentes contrées du Congo central. À la sortie de l'aéroport, la joie de la population était à son comble. Par une marche à pied, le président de la République a communié avec la population du Congo, massée devant l'aéroport national de Mwanda avant de se rendre sur le site de la pose de la première pierre du port en eau profonde de Banana. Voilà, nous avons suivi avec vous, M. Bifoumanou, la liesse de la population à l'arrivée du chef de l'État, mais au moins aujourd'hui nous savons que la première pierre a été posée. Quelle est d'abord la réaction de la notabilité que vous faites partie du Congo central? Oui, d'abord, l'expression de joie exprimée par la population en dit long. C'est-à-dire, c'est une satisfaction que ce port puisse commencer. C'est une satisfaction, non pas tout simplement en tant que notable du Congo central, mais surtout aussi en tant que Congolais. Parce qu'il ne va pas seulement servir le Congo central, mais ça doit servir tout le Congo. Et avoir une telle infrastructure, peut-être les gens ne mesurent pas la grande portée. Ils ne voient pas ce que ça pourra, à court terme, c'est la construction. Et quand on construit, c'est la main-d'œuvre qui doit être aussi assurée. Et ceux qui vont travailler vont manger. Et ceux qui vont manger ne viendront pas de l'Angola ou de la Belgique. Ceux qui vont manger viendront de Mwanda. Il y a les poissons qui sont à Mwanda qui les pourront manger. Il y a des mamans qui doivent fabriquer des chikwang qui les pourront manger, ainsi de suite. Donc, vous voyez la main-d'œuvre où l'économie va en profiter aussi sur le plan local. C'est-à-dire les mamans qui fabriquent des chikwang vont vendre plus qu'avant. Et ceux qui font les pêcheurs auront aussi beaucoup à écouler. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Donc, le dynamisme sur le plan économique va accroître. Et il y a des gens qui ont des maisons, qui vont en faire peut-être des guest house. C'est tout ça. Donc, il y a et les routes qu'il faut construire. Ils ont besoin de la main-d'œuvre. Donc, ça, ce sont déjà les effets d'entraînement à court terme, pendant qu'on construit le port. Et à moyen terme, quand la première phase va prendre fin, c'est-à-dire quand les premiers bateaux vont accoster, donc ça sera aussi une augmentation de la main-d'œuvre. Parce que les déclarants en douane seront certainement basés à Mwanda. Si vous allez aujourd'hui à Mwanda, il y a combien de déclarants en douane qui sont postés là-bas? Presque rien. Mais à partir de ce port-là, il y aura une catégorie de la population qui vont dépendre des déclarants en douane.
Et tout ça, c'est ça la force même de l'économie du pays. Donc, les effets d'entraînement sont tels qu'on ne peut que remercier et féliciter cet acte. Donc, pour le moment, même si sur le plan environnemental, il peut y avoir des petites conséquences, des conséquences négligeables. Parce que là, on va mettre le port avec le bruit des bateaux. Mais les poissons vont fuir. Et les pêcheurs qui se ravitaillent à cet endroit ne le feront plus. Donc, vous voyez que ces gens-là risquent de dire, mais non, nous, on vient de déranger notre pêche. Ils pourraient se reconvertir alors. Mais justement, donc c'est minime comme effet de l'environnement, mais c'est un effet qu'on peut aussi comptabiliser. Alors, parlons du rayonnement aussi de Mwanda, de tout l'environnement, Boma aussi. Est-ce qu'on peut dire que ça deviendra dans peu de temps en 2025, parce qu'on parle de la fin des travaux en 2025, ça deviendra un autre pôle de développement à la hauteur de Kasumbalé, ça peut être plus. Ça pourrait être plus que Kasumbalé, ça. Ça pourrait être plus parce que pour rentabiliser ce port-là, il faut qu'il y ait beaucoup de conteneurs qui passeraient par là, qui doivent passer par là. Et le trafic maritime doit être très important. Sinon, à quoi bon dépenser des millions de dollars pour ça? Donc, la rentabilisation exige qu'il y ait un grand trafic. Et comme il y aura un grand trafic, donc ça ne sera que quelque chose de très grand. C'est comme le port d'Abidjan. C'est un grand port. Mais pourquoi? Parce que le trafic est important. Or, Banana, pour ceux qui connaissent la côte le port d'Abidjan, mais ça sera peut-être la moitié, quand Banana est prêt, est terminé, Abidjan sera peut-être la moitié des bananes, ou un tiers des bananes. Au regard de sa densité. De sa capacité, de sa potentialité. Alors, vous voyez que si le port d'Abidjan était un grand port, le port de Dakar, le grand port, mais Banana, c'est leur grand frère. Vous comprenez que c'est quelque chose de très grand. Maintenant, le plus important, c'est nous-mêmes aussi. Nous pouvons avoir ces infrastructures, mais si nous ne réfléchissons pas assez pour dire voilà comment nous devons en bénéficier, mais ça va pourrir là-bas. Est-ce qu'on peut croire que Mwanda deviendra une très grande ville à la hauteur de grandes mégalopoles que nous avons au Congo, par exemple? Oui, Mwanda deviendra une grande ville parce qu'il y aura flux de la population vers Mwanda. Et les entreprises qui vont se développer là-bas auront besoin de la main-d'œuvre. C'est tout à fait normal que ces hommes-là, et hommes, femmes, puissent descendre pour aller travailler. Et quand vous travaillez, donc il y a l'extension, il faut loger les gens, ou les gens doivent se loger. C'est tout à fait normal que Mwanda prenne une autre allure. Et ça sera une très grande ville. Ça, c'est sans doute. Alors, mais la gestion de cette grande ville doit aussi être bien faite. Il y a un camp militaire non loin de Mwanda. Et ce camp va rester là-bas, Kitona. On ne sait pas. Parce que l'extension de Mwanda... C'est l'un des grands centres de formation des militaires, des sous-officiers notamment. Justement. Maintenant, les effets ports, on n'a pas encore subi, c'est-à-dire... Le camp est prévu dans la... Il sera peut-être délocalisé selon les prévisions faites. Ah, tant mieux. Parce que s'il faut favoriser l'extension des activités du port, mais on peut déplacer les camps parce que les activités du port vont générer beaucoup d'argent et cet argent va servir à l'État de construire d'autres bâtiments ou de mieux payer d'ailleurs les militaires là où ils seront. Au Congo, on ne manque pas d'espace pour faire ce qu'on veut. Est-ce que c'est ce qui manquait aussi, le grand port comme celui de Banana en construction, c'est ce qui manquait au Congo aussi pour son développement, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de toutes les accusations que vous faites ici contre les gestionnaires, par exemple? Ce n'est pas ça qui manquait. Le port est un élément qui vient booster davantage le développement de notre pays. Comme les barrages d'Inga, Inga 1, nous avons Inga 1 et Inga 2 qui sont déjà opérationnels, mais Inga 3, 4, 5, jusqu'à 8, ça viendra aussi booster le développement. Mais quand je dis qu'on peut bien construire un port, les infrastructures peuvent être là. Mais si nous-mêmes, nous montrons inefficaces ou moins réfléchis, nous montrons négligents, insouciants, ça va disparaître. Ça ne sera pas utilisé comme on le souhaiterait. Mais comment mettre à profit la contribution, surtout le soutien
de la population, parce que je sais que vous travaillez avec la population au niveau de la base. Comment alors cette population pourrait soutenir de telles initiatives et surtout utiliser ces infrastructures en bon père de famille? C'est la sensibilisation. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire tourner, quand nous disons qu'il faut tourner la mentalité de la population vers le développement. Parce que notre mentalité, à l'état actuel, on peut nous construire, on en a plusieurs. Les Belges nous ont laissé beaucoup d'infrastructures. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Au jour d'aujourd'hui, c'est la racaille dans plusieurs histoires. Donc, c'est pour dire que nous devons maintenant, nous, tourner notre mentalité vers le développement. Que nous puissions comprendre que ce qu'on nous apporte comme infrastructure, ça va nous aider à nous développer davantage. Mais si nous ne comprenons rien, et que les ports et là, ça devient des potoirs, les bateaux sont là, il y a des vols à tout moment, mais qui viendra encore avec ces marchandises? Tout c'est pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir les ports, il ne suffit pas d'avoir des conteneurs, mais il faut aussi travailler la mentalité de la population, l'efficacité. C'est-à-dire, c'est comme les ports d'Anvers. Qu'est-ce qui fait la force des ports d'Anvers? Mais c'est des services, l'organisation. C'est tout. Ce n'est pas que les ports d'Anvers, c'est extraordinaire, mais organisation, qualité de service. Donc, ceux qui y travaillent sont sérieux. Oui, nous parlerons de l'organisation dans le partenariat qui est prévu, public et privé, mais je voudrais également, ici, pour parler du rayonnement, à travers le port, nous allons recevoir des conteneurs, vous l'avez dit, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur. Est-ce que c'est aussi un défi à travers ce port lancé sur la RDC autour de sa production, autour de ce que le Congo pourrait produire et donner aussi aux autres à travers cette porte d'entrée et sortie qu'est le port? Mais bien sûr, qu'est-ce qui serait avantageux pour nous? Est-ce qu'on nous prendrait pour des gens sérieux si les bateaux doivent venir? Les porte-conteneurs, ce n'est pas des petites histoires. Hein? C'est monstrueux. Quand vous voyez un porte-conteneur, vous avez même peur, tellement c'est grand. Maintenant, ça vient avec des milliers de conteneurs et ça rentre vide. Pour qui on va nous prendre? Pour des gens qui ne sont pas sérieux. Mais ça rentrera avec quoi? Les minéraux? Mais justement, c'est là. Et puis les minéraux, vous savez, aujourd'hui ne sortent pas forcément par le Congo central. Justement, c'est là où la réflexion doit accompagner les ports. Qu'est-ce qui peut faire qu'est-ce qui peut rentabiliser notre port du point de vue exportation? Qu'est-ce qu'on peut exporter? Faut-il seulement nous contenter d'importer? Il y a des milliers de conteneurs et les conteneurs rentrent vides. Et c'est ce qui peut nous contenter? Je dis non. Par contre, nous avons des marchandises ou des matières qui sortent de notre pays. Même si nous devons seulement prendre les minéraux. Mais vous avez parlé de Kasumbalesa, mais posez la question à ceux qui sont régulièrement à Kasumbalesa. Combien de remorques passent par Kasumbalesa qui vont en Afrique du Sud? Qui passent par Kasumbalesa et qui vont en Afrique des remorques. Mais donc, pour avoir un train, une rame de train qui quitterait comme auparavant, qui quitterait Lubumbashi jusqu'à Ilebo, on charge dans des bateaux pour arriver à Kinshasa, Congo central. Mais c'est combien de rames? On peut avoir une rame même de 40 wagons, un train avec 40 wagons. On pouvait les avoir, c'est amplement suffisant. Et c'est faisable. Parce que les remorques qui descendent là-bas en Afrique du Sud, c'est énorme. Donc, le nombre de remorques qui passent par là par semaine, on peut charger même 4-5 trains. Et donc, la construction du port relève ce défi, en fait, vient soulever ce défi de la réhabilitation de notre chemin de fer et aussi mais bien de sûr, route. Parce que si toute notre production minière... Sinon, le port ne servira à rien. Non pas que le port ne servira à rien. Peut-être à nous amener mais que des la marchandises. rentabilité serait faible. Alors, même pour notre pays, si par exemple, on disait seulement que tout producteur minier doit faire passer sa marchandise, donc 50% de sa marchandise exportée par ce port-là, c'est déjà énorme. Peut-être que les gens ne perçoivent pas
que représente les 50%. Peut-être avec un faible coût aussi, ou un coût autant que passer par l'Afrique du Sud. Parce que quand ça passe par la Zambie, ça passe par les autres pays, jusqu'en Afrique du Sud, il y a des coûts, il y a des charges. Le temps aussi. Même le temps. Et si nous avons un chemin de fer Lubumbashi-Kinshasa, ou Banane, ça ferait combien de jours? Même pas 2 jours. En une journée, vous quittez Lubumbashi jusqu'à Banane sans problème. Parce qu'on ne passerait pas nécessairement par le centre, et puis par le sud, et puis on arrive à Banane. Tout ça, c'est faisable. Là, il faut refaire le chemin parce qu'il y a l'ancien qui existe. C'est-à-dire, en attendant, on peut utiliser l'ancien. Non pas que l'ancien doit disparaître parce que Lubumbashi, il est beau, ça passe par Moneditu, ça passe par Kananga. Donc, ça dessert déjà 2 grandes provinces ou 2 grandes villes. Moneditu est très vaste. Et Moneditu, quand vous êtes à Moneditu, mais vous servez Kabinda et les autres. Quand vous êtes à Kananga, vous servez les Chikapa et les autres. Donc, l'activité va augmenter tout simplement. Et les gens, au lieu que des grumes viennent nécessairement à Kinshasa, certains groupes peuvent transiter par Ilebo ou par je ne sais pas où. Donc, c'est pour dire qu'il y a une activité importante qui va naître, pas qui pourra naître, mais qui va naître dans le domaine des constructions, des voies ferrées, des routes. Et là, ce ne sont pas des petites routes comme nous les avons ici. Donc, la route de Kinshasa est une petite route qui devient de plus en plus dangereuse parce qu'il y a trop de remorques. Si vous faites cette route-là, vous verrez que sur 100 véhicules, il y a au moins 40 remorques qui passent par là. Sur 100 véhicules, vous avez au moins 40 remorques. Et c'est dangereux pour la sécurité? Mais bien sûr. Donc il faut maintenant agrandir cette route-là. Or, avec les effets banana, on devra avoir même des autoroutes. Pour être plus à l'aise, il faut des autoroutes. Au minimum, un sens aller, un sens retour, mais sinon, c'est 2 ou 3 sens aller, 2 ou 3 sens retour. Donc, nous devons avoir une grande vision, et ce n'est pas que c'est dans 50 ans qu'on peut réaliser ça, non. Parce que ceux qui viennent de financer le port, mais ils ont aussi l'obligation, pour leur intérêt, de financer les autres aspects. Et puis, le port n'est pas seulement que. Il y a d'autres bailleurs de fonds qui sont prêts à mettre la main dans la pâte. Cela va pour les routes, par exemple. Nous avons l'asphalte de Mavuma. Vous avez déjà vu actuellement une route asphaltée avec l'asphalte de Mavuma, qui est dans le Congo central. Il n'y a rien. Mais comme nous aurons des autoroutes, mais l'asphalte est là. Donc il y aura des entreprises qui vont exploiter cet asphalte pour justement asphalter nos routes. Parce qu'elles seront nombreuses. On va construire les ports, mais on aura besoin de beaucoup de ciment. Je ne sais même pas si les quelques cimenteries que nous avons, il y en a Silou, PPC, Simco, les 3 qui fonctionnent. Sinat timidement. Et puis d'autres, il y en a 2 en construction. Dans la même zone. Hein. Dans la même zone, c'est-à-dire, vous commencez Luka, la première cimenterie, jusqu'à Simco, la dernière, en allant vers Matadi. Donc vous avez au total 3 qui fonctionnent, 2 en construction, et puis Sinat trébuche encore. Donc d'ici là, nous aurons 5 ou 6 cimenteries. Mais ces cimenteries évoluent pourquoi? Parce qu'elles savent qu'il y a un grand marché au niveau des bananes, il y aura un grand marché au niveau d'Inga, où on aura besoin de ciment. Donc voilà la vision de ces gens-là, de ces hommes d'affaires, qui se sont dit, comme il y aura tout ça, on aura besoin de ciment, investissons dans ce domaine. Et c'est ce qui est fait. Alors, merci M. Bifumano. Je voudrais cette fois-ci que l'on parle du partenariat public-privé qui sera au cœur de la gestion de ce port. On peut au moins espérer cette fois-ci l'orthodoxie, parce que je sais que vous prêchez l'orthodoxie, la maîtrise de risque, la gestion, la gouvernance aussi rigoureuse. Mais sinon, cette fois-ci, on peut espérer que la gestion de ce port pourrait donner l'espoir, ou sinon réinventer la nouvelle façon de gouverner les affaires publiques au Congo. Non, il n'y a pas quelque chose de réinventer de quoi que ce soit, non. Ceux qui vont investir, ils ont besoin que cet argent
ne soit pas dilapidé n'importe comment. Et ce n'est pas de l'argent gratuit. Hein. Mais justement, tant mieux. Eux vont gagner, nous aussi nous allons gagner. Ils ne vont pas mettre sur la tête les porcs et puis l'amener chez eux. Ça va rester. Donc nous venons de gagner déjà. Et puis ils ne font pas venir des travailleurs de chez eux pour venir nettoyer, je ne sais pas, de l'huile qui traîne quelque part. Ce sont nos travailleurs. Donc c'est pour dire que nous gagnons sur beaucoup de dimensions. Eux aussi doivent gagner sur certaines dimensions. Alors, parmi les dimensions sur lesquelles ils doivent gagner, c'est la gestion. Parce que si la gestion est mauvaise, ils ne gagneront pas. Donc, or, la gestion exige une certaine technicité pour qu'elle soit orthodoxe. Nous attaquons toujours nos entreprises, genre SNEL, excusez-moi de citer le nom, les régies des eaux, qu'elles ne sont pas bien organisées. Mais c'est vrai. Je l'ai toujours dit. Parce qu'en leur sein, il n'y a pas cette technicité qui oblige et les agents et les dirigeants à bien gérer. Cette technicité n'existe pas. Tout simplement parce que c'est toujours la routine. Donc, dans les services publics de l'État, c'est la même chose. De cette technicité qui exige qu'on puisse gérer sans trop de pression, sans trop de cas, c'est-à-dire de contrôle, tout ça. Non. De par la vocation de cette technicité, de cette méthode, vous obligez, si vous voulez bien rester à votre poste, vous vous obligez vous-même à bien gérer. Mais sinon, nous sommes en face des affairistes, des vrais d'ailleurs. Aujourd'hui, dans le monde, ils sont comptés parmi les vrais affairistes, les Qatariens, qui viennent investir dans ce projet du port. Est-ce que peut-on dire que le Congolais, qui sera co-gestionnaire ou sinon copropriétaire de cette infrastructure, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour s'adapter alors aux gestionnaires aussi, ou sinon aux affairistes aussi rigoureux comme ceux qui sont en face? Oui, non, ça, ce n'est pas un problème. Non, mais c'est sérieux quand même. Non, non. Ils ne badinent pas dans les affaires. Mais justement, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Oui, cette sévérité va obliger les autres à s'adapter. Vous ne voulez pas vous adapter, on vous met à la porte. Donc, c'est clair. Non, on ne nous mettra pas à la porte chez nous. Non. Parce que le contrat est clair. Non, non, non. Chacun a une part de responsabilité. Justement, si nous avons notre part de responsabilité, c'est que nous devons bien jouer notre rôle. Nous devons bien gérer cette part de responsabilité. Ce n'est pas que nous avons notre part de responsabilité et on fait la gabégie et que les autres acceptent. Non. C'est-à-dire, c'est comme certaines entreprises mixtes. Quand c'est bien géré, mais les choses aussi évoluent bien. Mais quand c'est mal géré, les choses n'évoluent pas. Vous savez, les entreprises mixtes, nous n'en avons plus assez au Congo. L'Amiba est tombée. Mais CEP Congo est là. CEP au moins, est-ce qu'on ne peut pas dire que CEP, si elle essaie d'exister jusque-là, c'est parce qu'il y a une vraie rigueur imposée déjà à partir du prix fixé par l'international. Ce n'est pas notre sujet. Mais ici, nous parlons de la gestion. Ouais. Ce n'est pas à cause de la gestion, du prix, mais à cause de la rigueur qu'ils imposent dans la gestion de leurs entreprises. Ce n'est pas à cause chez les pétroliers comme chez les banquiers. Il y a des banques qui sont mixtes. Mais la banque exige une certaine rigueur. Quand vous ne voulez pas l'appliquer, la banque est mal cotée sur le plan national et international. Donc ce sont des domaines qui exigent la rigueur dans la gestion. Et nous devons arriver à ce niveau-là, dans notre gestion, dans notre mentalité. On se dit, on veut avoir un résultat, eh bien, faisons ceci, faisons cela pour atteindre les résultats. Mais si vous n'avez pas cette mentalité de vouloir réussir en tenant compte de cette technique de gestion, qu'est-ce que vous allez faire? Le changement de mentalité qu'on doit adapter au développement est indispensable. Donc, nous sommes dans cette voie-là. Est-ce que notre gouvernement qui est associé dans ce projet a-t-il aussi le vrai sens et même la rigueur dans la gestion des affaires et surtout lorsque c'est bien des affaires qui sont cotées et de façon aussi, en fait, professionnellement comme les capitalistes le font? Mais c'est-à-dire, hein, ce sont nous sommes obligés de nous aligner. On doit s'adapter à cette façon de faire. Ou bien nous voulons nous développer, ou bien nous voulons rester tels que nous sommes. Si nous voulons nous développer, nous devons nous adapter
à cette façon de gérer. Obligatoirement, sinon on va perdre le nord. Mais comment voulez-vous évoluer, vous développer dans les désordres? Les désordres, d'abord même sur le plan spirituel, les désordres, la malpropreté, la saleté, ça sont les repas du démon. Si vous voulez chasser des démons, il faut être propre. La propreté déjà chasse certains démons. Les désordres chassent déjà certains démons. Alors, quand vous êtes ordonné... Les désordres attirent les démons. Non, les désordres, ça dit plutôt, oui, les désordres attirent les démons. Ah, ok. Mais l'ordre chasse les démons. La propreté chasse les démons. Mais quand vous avez des marchés, des endroits trop sales, c'est des sièges des démons. Mais nous acceptons tout ça. Les véhicules qui roulent dans tous les sens, dans les désordres, nous acceptons les démons. Mais il suffit de mettre l'ordre. Vous allez voir que petit à petit, les démons du désordre, de la malpropreté, du sous-développement vont nous fuir. Et quand ils nous fuient, on devient développé. Alors, nous parlons avec M. Bifoumanou du port en eau profonde de Banana, les enjeux dans la gestion et surtout dans le rayonnement de cette infrastructure, mesdames et messieurs. Alors, je voudrais, M. Bifoumanou, que l'on puisse aussi parler de ce projet, notamment dans l'aspect relation avec les autres pays voisins, notamment, qui tiraient profit de ce déficit que le Congo avait, mais qu'aujourd'hui nous aurons notre port. Est-ce que le Congo pourrait alors bien gérer? Et c'est peut-être, je ne parlerai pas de frustration, mais au moins ce manque à gagner qui pourrait se causer dans les greniers de nos voisins. Bon, chaque chose a son temps. Ça, on doit toujours les reconnaître et les rappeler. Chaque chose a son temps. Le Congo fut un État indépendant du Congo, c'est-à-dire toutes les grandes puissances avaient la possibilité de faire le commerce dans le pays sans restriction. Cette étape-là est passée. Le Congo est devenu une colonie belge. Et ainsi on l'a appelé le Congo belge. Nous étions dans la colonisation, cette étape est passée. Nous sommes devenus un pays indépendant. Nous avons jubilé grâce à l'indépendance, mais nous nous rendons compte que l'indépendance, ce n'était qu'une étape. C'est-à-dire, être indépendant est une étape. Nous développer est aussi une autre étape. Alors maintenant, nous sommes dans cette étape-là de la recherche de développement. Alors, dans cette étape de recherche de développement, si notre bien fait mal aux autres, mais qu'il prouve que nous avons agi mal avec de mauvaises intentions. Mais si nous avons agi pour le bien du pays, mais en quoi ça peut les déranger? Donc nous devons, ou alors nous gérons notre pays, ou nous ne gérons pas notre pays. Au contraire, quand même tous les penseurs du monde reconnaissent que la RDC, c'est la gâchette de l'Afrique, mais tous ces pays devaient être contents que la RDC puisse se développer pour qu'eux aussi suivent. Parce que c'est Dieu qui a donné cette possibilité-là à la RDC. C'est déjà la conclusion. D'être la locomotive de l'Afrique. Donc, eux devaient d'ailleurs être inquiets quand ils voient le Congo ne pas se développer. Maintenant que le Congo veut se développer et est à l'aube, le Congo est à l'aube de la concrétisation d'une des prophéties de Simon Kimbangu. Que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Cette prophétie-là, ne croyez pas qu'il y aura changement de couleur de peau, mais ça voulait seulement dire que l'homme blanc et l'homme noir va se développer, va évoluer jusqu'à atteindre le niveau de l'homme blanc et éventuellement les dépasser. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Maintenant, pour atteindre ce niveau-là, nous devons travailler. Et ça, ce sont des actes prophétiques. Même la pose de la première pierre au niveau des bananes, c'est un acte prophétique qui est accompli. Mais le commun des mortels se dit, bon, moi, le chef d'État posait un acte, peut-être pour sa campagne, pour ceci, alors qu'ils ne savent pas qu'il vient de réaliser un acte prophétique. Parce que ça va entraîner des effets pour que le Congo devienne développé. Et alors des effets énormes pour que le Congo devienne
développer. Donc, quand on est en face des actes prophétiques comme ça, on ne peut plus regretter. Les autres, au lieu de regretter, ils doivent être contents et maintenant chercher comment nouer nos relations pour que tout le monde puisse en profiter. C'est comme les ports secs de Loufou. Le Loufou, d'ici quelques années, ça sera un port sec. Comme Kasumbalé, ça. Bien sûr. Mais ces ports secs-là bénéficient à qui? À nous, RDC, et à l'Angola. Maintenant, si le Congo-Brazza est aussi en voie d'entrer dans ce processus-là, raison pour laquelle il est prévu un pont qui va traverser le fleuve Congo entre l'Ozi et le barrage d'Inga. Au milieu là-bas, il est prévu un pont qui va traverser le fleuve pour relier facilement Pointe-Noire, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa et l'Angola à travers l'Ouf. Mais ce sont des bonnes visions qui faciliteront justement le développement de la RDC et conséquemment aussi le développement des autres pays. Parce que ce sont nos frères, on ne peut pas... Nous mangeons très bien et eux crèvent de faim. Non. Quand nous mangeons bien, eux aussi vont en profiter, ils mangeront bien. Voilà. Donc, je crois que ne regrettons pas tout ce qui arrive. Au contraire, encourageons les uns les autres pour que cela puisse évoluer de la meilleure manière. Voilà. Merci beaucoup, M. Bifouman, d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vous aurez à répondre à quelques questions des téléspectateurs. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de poser des questions au numéro affiché au bas de votre écran. Pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir et on se retrouve prochainement sur la même fréquence avec vous, mais également avec tous les téléspectateurs de B1 avec le même plaisir. Au revoir.